Aziz Doussi, Omar Bendera, bonjour. Je crois qu'on va peut-être pas trop longtemps s'attarder sur les raisons qui ont amené les Algériens à se soulever il y a déjà plus que 9 mois, et que ce serait peut-être plus intéressant déjà de commencer à tirer un peu quelques conclusions de ce que le Hirak a d'ores et déjà changé dans la société algérienne et dans le pays. Je dirais tout simplement que dans les 9 mois, le Hirak a eu énormément de succès. On peut en reprendre quelques-uns. Il est d'abord unitaire, ce qui est une énorme nouveauté en Algérie après tout ce qui s'est passé. Il est massif. Tous les vendredis, on a pratiquement la majorité de la population. Il est démocratique. Il est pacifique. Enfin, il n'y a que des éloges. En fin de compte, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils vivent dedans, mais vu de l'extérieur, il est historique. Les gens réouvrent toute l'histoire depuis 1962 et même depuis 1954. Ce qui permet de nommer le régime, non pas aujourd'hui, mais de nommer le régime depuis 1962. Et il est politique. Le fait que ce soit un mouvement massif et unitaire, disons qu'il a pratiquement éjecté les partis. Ils ne s'en sortent plus, ils sont plus là, il n'y a plus d'espace pour les partis. Et en même temps qu'il a éjecté les partis, il a éjecté le régime qui ne sait s'en sortir qu'avec des partis. Il se retrouve il se retrouve maintenant avec un mouvement unitaire qui lui dit tu dis oui ou tu dis non. Donc voilà, je n'irai pas plus sur les succès du Hirak. Vous avez dit politique. Effectivement, Omar Bendera, je crois qu'un des acquis les plus importants, c'est cette politisation qu'on voit partout et tout le temps. Politisation sur le rôle sur la nature du régime, politisation sur l'indépendance un peu confisquée, sur la souveraineté confisquée. Comment vous voyez cette politisation ? Moi, je vois surtout qu'il s'agit d'une révélation au grand jour, d'une apparition au grand jour de phénomènes qui étaient mûrissés dans la population, dans la société. Je crois que le grand acquis du Hirak, c'est la réaffirmation de la nation algérienne. C'est le raccommodage d'un tissu historique qui a été déchiré par la dictature. Et c'est la reprise un peu d'un langage politique que l'on croyait effectivement frappé d'obsolescence, c'est-à-dire tout ce qui est tourné autour de la revendication de l'état de droit, de la démocratie, tout ce qui reconnaît la pluralité de la société algérienne et son unité politique. Et surtout, moi je crois que la réalisation concrète du Hirak, c'est la mise à nu du régime. Aujourd'hui, plus personne à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays ne peut nier l'organisation autoritaire et délinquante du régime. Personne ne peut nier son caractère dictatorial et brutal. Personne ne peut nier non plus sa corruption et sa médiocrité. Donc le Hirak, c'est à la fois un phénomène de dévoilement de la nature du régime et un phénomène de reprise en main de sa destin par la société elle-même. C'est une manifestation de dignité politique. Vous avez dit quelque chose de très important, c'est le Hirak a permis de refaire nation. Peut-être que vous n'avez pas employé le mot comme ça, mais je crois que c'est le plus important. Et on voit bien cette volonté de refaire nation par l'incapacité qu'a eu le pouvoir de ramener les divisions communautaires, de faire des provocations, de dresser les gens les uns contre les autres, etc. Est-ce que ça est vrai ? L'image que nous avons chaque semaine, le vendredi, c'est une image qu'on n'avait pas, alors qu'on était des fonctionnaires, on devait connaître le pays. C'est que chaque vendredi, on a le nom de tous les villages qui ressortent, depuis Tamanrasset, comme on dit, jusqu'à Alger. On parle de partout.
Et on voit partout des Algériens qui s'expriment dans tous les villages, dans toutes les villes. Nous avons des images du sud tout le temps. Et ça, c'est déjà une énorme victoire. La deuxième, bien sûr, des victoires, c'est la suppression définitive. La société a horreur carrément qu'on lui dise il y a des Berbères, des Arabes, elle a systématiquement horreur de cela. Moi, ce que j'ai remarqué récemment, c'est frappant, c'est des écrits d'anciens juifs d'Algérie qui disent nous sommes des Berbères. Pourquoi c'est venu? Je me suis posé la question. Eh bien parce que tout simplement, il y a une attitude de la société vis-à-vis des Berbères qui dit mais nous sommes des Berbères à longueur de... Et les gens ont dit ah oui, c'est vrai, ça existe. Donc il y a une renaissance de la société algérienne telle qu'elle est. C'est une renaissance avec qui a aussi des rapports avec le monde. Et unitaire, et entièrement unitaire. Rien ne s'est passé à Gardaïa. Il n'était pas possible d'arrêter une personne à Gardaïa. C'est tout à fait nouveau. Et je pense, bien sûr, en dehors du phénomène des Kabyles, où on a pu, jusqu'il y a 10 ans, encore les manœuvrer, les uns contre les autres, où on a pu montrer les chefs, et en disant « le peuple ressemble au chef », etc. Tout ceci a disparu. Même plus récemment d'ailleurs. Oui. C'est une division, la fameuse division kabyle, berbe, arabe, c'est une division qui a toujours été tentée. Et ce qui est spectaculaire là, c'est qu'on voit que ça ne fonctionne pas. Absolument. Avec les pancartes, nous sommes algériens. En fait, le régime a systématiquement joué sur les contradictions, les fausses contradictions, et a essayé de creuser des lignes de fracture. Qui se sont révélées au fil du temps non plus inopérantes, mais complètement détachées de la réalité. Moi, là, c'est très clair en ce qui concerne cette soi-disant opposition entre berbérophones et arabophones, mais c'est encore plus clair ce qui m'a frappé et ce que j'ai trouvé tout à fait étonnant par rapport au récit officiel du régime depuis le coup d'État militaire vu en janvier 92, c'est le fait que dans ce Hirak, il y a des islamistes et des laïcs qui manifestent côte à côte, des femmes voilées, des femmes dévoilées, des hommes qui sortent de la mosquée, des hommes qui ne sortent visiblement pas de la mosquée, et qui tiennent des discours, en tous les cas extrêmement proches, en termes de revendications politiques et sociales. Et donc on voit bien qu'il y a cette diversité, elle est omniprésente dans les manifestations, et on voit bien cette unité fondamentale du peuple, et ça, c'est un formidable coup de pied aux idées reçues, aux préjugés et à tout le discours idéologique de ce régime autour d'une prétendue unité qui serait menacée par des sécessionnistes intérieurs. Et aussi l'unité des pauvres vis-à-vis des non-pauvres. On ne trouve plus un article de journal qui parle, comme en 1990, des quartiers pauvres d'Alger qui sont différents des quartiers riches. Ça n'existe pas. Tous les jours, la manifestation commence à 10h, les gens arrivent à 11h, et ils arrivent des quartiers pauvres, et ils arrivent au centre-ville. C'est des phénomènes extrêmement importants, on pourrait en parler très très longtemps, et c'est pour ça que je l'appelle unitaire et aussi massif, parce que c'est tout le monde qui pense comme ça. Il y a une libération, en fait. Une libération, c'est ça. Les gens parlent d'indépendance. Et on sent bien, on voit bien qu'il y a une libération. C'est une libération que nous avons vue en 1961. Et justement, est-ce que ce sont ces acquis que vous venez d'énumérer très 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 bien, et notamment ce pays, cette société qui veut faire nation, est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre que la société se soit remise en marche? Parce qu'on avait quand même l'impression, dans les dernières années, que les gens étaient assez accablés, assez découragés parce que rien ne se passait. Oui, et on a l'impression qu'il y a une grande énergie aujourd'hui, que la société refait des projets. Est-ce que... Oui, on a même parlé d'anomie. Hein, je me souviens encore de ces thèses sociologiques sur l'anomie de la société algérienne, sur le caractère anesthésié de l'opinion publique. Je pense que tout ça, ce sont des représentations qui ne traduisent un peu que l'incompétence de leurs auteurs. Cette société était traversée, nous le savions, par des revendications. Tous ceux qui ont vécu au sein du peuple algérien connaissent
les revendications de liberté, de respect, de la dignité qui sont les siennes depuis toujours. Moi, je pense que vous et moi, qui avons des trajectoires très différentes, on a rencontré ça très tôt dans nos existences. Donc, non, ce qui a été mis entre parenthèses, justement, la responsabilité du peuple, ce qu'il a mis entre parenthèses, c'est le refus de la violence. C'est ça qu'il a mis entre parenthèses, c'est la violence qu'il a mis entre parenthèses, c'est la contestation brutale du régime. Ce qu'il a refusé, c'est de rentrer dans les lignes de fracture et dans les divisions que le régime voulait installer dans la société. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand les conditions ont été réunies pour une expression populaire respectable, eh ben, il y a eu cette expression populaire. Oui, je ne voudrais pas utiliser que des mots simples, mais de fait, le régime est ignoré totalement par la population. C'est une société qui s'est libérée, qui le méprise. Il n'existe pas. Elle a des préoccupations. Et c'est frappant en Algérie. D'ailleurs, les gens, j'ai entendu dire, des revendications, et les gens me répètent toujours, non, on ne fait pas de revendications. On ne revendique rien au régime. On a des prescriptions. Voilà ce qu'on veut. On veut l'indépendance, on veut le régime civil, c'est simple. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse des revendications L'état de droit. L'état de droit. Quand on leur dit qu'on voulait négocier, mais on n'a rien à négocier. Et d'ailleurs, ils le disent même, et c'est difficile, aux associations. Oui, vous êtes des associations, on vous aime bien, mais on n'a pas à revendiquer. Vous revendiquez. Mais nous, c'est comme ça, c'est une réalité. Et donc, on voit bien un peuple qui a retrouvé sa réalité. Et ça, c'est politique. C'est ça qui est politique, qui est une force. Et du coup, le régime se retrouve nu. Justement, j'allais y venir. Vous dites tous les deux que le régime est nu aujourd'hui. On a même l'impression que sa propre base se délite au fur et à mesure, qu'il est vraiment très isolé. Dans quel cadre est-ce qu'il a sacrifié toute une partie de ce qu'on a appelé les réseaux toufiques, mais est-ce que ça contribue à l'affaiblir? Est-ce que ça contribue à la clarification? Comment vous analysez le fait qu'il ait sacrifié une grande partie de ce qui était ces réseaux, quand même? Le régime tenait bien. On aime bien ou on n'aime pas bien. Il tenait bien par des intermédiaires. Ces intermédiaires, il y en a qui sont puissants, tout de même, dans les 60 ans, les fonctionnaires, les cadres de l'État, les juges dont on parle beaucoup aujourd'hui. Toute cette société civile a disparu. Il reste des traces. Quelques juges encore qui tiennent le coup et encore qui sont connus. Mais il ne reste que quelques traces. Le reste a disparu, c'est-à-dire la société civile n'est plus dans l'État. Ça, c'est clair. Le grand problème, on y reviendra peut-être, c'est l'armée. Ceci a disparu. Il restait quand même, et ceci nous inquiétait beaucoup, la sécurité militaire. C'était quand même l'arme du régime. Or, c'est le régime lui-même qui a réglé ses comptes. Et il l'a réglé, et on l'a vu, dès les premières semaines, d'abord avec la sécurité militaire. Nous ne connaissons pas les gens. Mais dès le premier jour, tous les chefs de la sécurité militaire, une partie est en prison, une partie a disparu, l'autre se cache. Que pensent-ils? Eux qui faisaient il faut bien préciser la question. Ils faisaient le pouvoir, ils étaient le pouvoir. Il est exclu de considérer que les gens qui étaient la puissance publique disparaissent comme ça. Et c'est peut-être ce qui énerve le plus le régime, c'est d'avoir peur d'eux encore tous les jours. Quand le chef d'état-major parle de la SABA, il ne parle que de la sécurité militaire. Et ça, c'est la dernière clé du régime. Oui, c'est clair que le régime a été obligé de sacrifier ses branches les plus pourries, les branches mortes, et celles qui se retournaient d'ailleurs contre le régime lui-même. Au nom à chaque fois qu'il y a une contraction de la rente, Razi s'en souvient, les appétits restent aiguisés et les contradictions
sont affûtés. On l'a bien vu en 88 et on le voit depuis 2013 et le reflux des prix pétroliers, la manne s'est asséchée, mais il y a toujours autant de crocodiles dans le marigot. Donc il est évident qu'il y a des appétits concurrents et des compétitions qui ont été réglées, comme on le sait, comme Razi vient de le dire. Et c'est vrai que ce faisant, le régime a perdu son embrayage sur cette pseudo-société civile. La manifestation la plus claire de cette perte d'embrayage, c'est son incapacité à organiser les manifestations spontanées. Ça, c'est un élément tout à fait révélateur de la perte de substance du régime. Je me souviens qu'il pouvait organiser des manifestations de plusieurs milliers de personnes, stipendiés, nourris, transportés, financés, tout ce qu'on voudra. Mais en tous les cas, ils étaient bien capables de le faire. Aujourd'hui, quand ils réussissent à réunir 250 personnes, c'est un tour de force. Et sous les risées, sous les huées de la population. Donc on est bien face à un régime qui a perdu ses embrayages, qui a perdu ses relais. Est-ce pour autant qu'il a perdu sa capacité de nuisance? Moi je pense que non, parce qu'il continue de conserver les appareils de répression, la police, la gendarmerie, l'armée, Razi a raison, on pourra en parler plus tard, la justice et bien sûr les médias. Le mécontentement populaire, d'ailleurs, vous avez totalement raison, ce n'est pas en direction du régime qu'il s'exprime, ce mécontentement, mais c'est surtout en direction des médias. Le régime n'existe pas. Vous aussi. Voilà, le régime n'existe pas, mais en revanche, ces gens qui nous racontent des bêtises, qui nous mentent effrontément, qui travestissent la réalité, ceux-là sont vécus comme quelque chose de tout à fait inacceptable. Voilà. Mais on en est où justement sur le rôle des médias et sur la manière dont les médias algériens couvrent le Irak? Parce qu'il y a d'un côté, on a l'impression qu'il y a des papiers qui accompagnent, entre guillemets, accompagnaient vraiment bien le mouvement populaire, et puis de l'autre côté, on voit bien qu'il y a une pression de plus en plus forte pour étouffer, pour dire le moins de choses possible. Je crois qu'on ne le voit plus à la télévision, contrairement à ce qui se passait au début. Comment on peut aujourd'hui résumer rapidement la manière dont se comportent les médias et quels médias? Ce qui reste au régime, on a dit qu'il est disparu. Pour moi, il n'y a plus d'État en fait. Mais il lui reste encore alors, il lui reste la pression sur la presse, toujours à travers l'ancienne sécurité militaire. Le bureau reste, il fonctionne. Et les journalistes connaissent les gens qui s'occupent de la presse. Et donc, les journalistes continuent encore d'être menacés, ils le disent eux-mêmes, ils sortent maintenant dans la rue, ça commence, hein, ça se fracture au bout de quelques mois, ça commence à se fracturer, il y a des journalistes qui sortent, qui font des déclarations publiques. Ils commencent à se dire, on nous embête, on nous empêche de parler. Donc il reste encore cela, il reste les juges. Ce n'est pas un accident que M. Benflis soit candidat. Oui, c'est l'ancien ministre des juges, qui lui-même est candidat, et le responsable de l'élection, c'était son ancien secrétaire général. Donc c'est très clair qu'ils ont gardé la justice. Alors, quelle est la force de M. Benflis? Je pense que c'est nul, mais ça reste là. Bon, en dehors de ces deux éléments, les juges, et ce que je trouve normal d'ailleurs, et une partie de la presse, il ne reste rien dans la société civile. Il ne reste pratiquement plus rien. On le cherche. Les journalistes commencent à partir. Les juges font des chantages pour leur salaire. Et c'est tout ce qu'on voit. C'est tout ce qu'on voit dans le régime. Oui, et c'est sans doute aussi compensé. Enfin, les pressions contre les médias sont aussi sans doute compensées par l'activité énorme qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au fond, quoi que dise la presse, c'est très secondaire maintenant. Tout à fait. Et ce qui est très différent avec ce qui s'est passé pendant la décennie 90, où la presse a tellement manipulé, tandis que là, on n'a vraiment pas la même impression. Non, il est très clair que les réseaux sociaux ont complètement désamorcé l'impact des médias qui était effectivement énorme avant leur apparition. On l'a bien vu quand il y a eu ces attentats extrêmement suspects où des jeunes militaires sont morts au cours de soi-disant accrochages dans des régions du pays, notamment dans la région de Tipaza, au centre du pays. On a bien vu la réaction de la population qui était attristée par la mort de ces jeunes hommes
et qui était en même temps très lucide sur les conditions et sur les auteurs et sur les circonstances dans lesquelles ces jeunes ont été sacrifiés. On voit bien que le discours de la presse téléguidée par la sécurité militaire n'a plus strictement aucune audience, n'a plus aucune portée. Mais bon, il reste que les médias lourds, les télévisions restent contrôlées. Il n'y a pas de liberté de la presse aujourd'hui, pas plus qu'hier. Il y a des journalistes qui se libèrent ici et là, vous avez raison, mais la presse reste hermétiquement contrôlée, verrouillée par la police politique. Il ne faut pas oublier que les journalistes doivent manger, doivent être payés. Pardon, m'excuse. C'est une réalité. Voilà, oui. C'est une réalité. Mais vous décrivez très bien tous les deux le bouleversement total et qu'a provoqué qu'a créé le Irak dans la société algérienne. Vous décrivez parfaitement bien tous ces acquis, et en même temps, on voit bien que le régime s'est entêté à imposer une présidentielle qui, en principe, doit avoir lieu le 12 décembre. On a l'impression qu'on est dans une impasse totale, c'est-à-dire une société totalement mobilisée, qui ne croit plus rien de ce qu'on lui raconte, qui sait exactement ce qu'elle veut, à savoir, et pour l'essentiel, un état de droit, mais de l'autre, on pourrait être plus long, mais en gros, tout se résume dans état de droit et état civil, et pas militaire. Je pense que c'est un résumé parfait de la situation et de ce que veulent les Algériens. Mais en même temps, le régime, alors qu'on n'arrivait pas à croire qu'il finirait par imposer sa présidentielle, il l'impose. Est-ce qu'elle aura lieu, est-ce qu'elle n'aura pas lieu? Il semble qu'elle peut avoir lieu. Mais comment on peut... cette espèce de dialogue de sourds, qu'est-ce que ça peut donner? Enfin, comment il peut évoluer? C'est-à-dire, les gens, ils ont bien vu qu'il n'y avait plus d'État, ça c'était clair. Ils voient le président de la République par intérim, le Premier ministre, le gouvernement qui ne fait rien. C'est là, pour eux, c'est clair, ça n'existe pas. Tous les vendredis, ils disent que ça n'existe pas. Mais il restait encore l'idée qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'il y a une carte que le régime va sortir. L'élection, très clairement, les gens s'attendaient à trouver Taleb Ibrahimi, ou Mouloud Hamrouch. Et ils voient, et c'est là les échecs systématiques du régime. Il n'est même pas capable de trouver une personne valable. Enfin, oui, qui a une crédibilité. Voilà, qui existe, qui respectable. C'est vraiment... bon, et là, ça montre, c'est tout simplement, ça montre que le régime n'a rien, y compris de trouver 2 ou 3 personnes. C'est quand même à l'époque de Nejdel en Algérie, on arrivait à trouver un caïd qui tienne le coup. Mais là, il n'y en a pas. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Ça montre en tous les cas que le 13 décembre, moi je suis affolé à la place du régime. Le 13 décembre, ils auront un président. On sait à peu près le profil qu'il a. C'est plus qu'une pièce comique. Le général doit rentrer dans sa caserne. Il l'a promis. Il a dit, lui, je ne fais pas de politique. Il rentre dans sa caserne. Que devient l'armée? Justement, c'est la question. Que devient l'armée avec à sa tête une personne pareille? Mais surtout, ce sera un président totalement illégitime. C'est-à-dire que la volonté d'imposer un président pour revenir à une situation normale, entre guillemets, fait qu'on va élire un président illégitime, puisqu'il va être élu avec tellement peu de... Mais quel profil? Oui, les Algériens connaissent les profils des gens. Ils connaissent les acteurs. Non, et puis on peut pas... Les mots que j'ai entendus avant-hier, c'est le caniche. J'ai demandé à une jeune, mais elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juste pour qu'on comprenne, il suffit de dire que, en gros, on prétend tourner la page du régime Bouteflika comme si c'était Bouteflika, comme si tous les malheurs de l'Algérie avaient commencé avec l'arrivée au pouvoir de Bouteflika, mais ok. Mais
d'un côté, on explique qu'on tourne la page du régime Bouteflika et que c'est pour ça qu'il faut faire une présidentielle, et tous les candidats sont des gens qui sont issus du régime de Bouteflika. C'est les pires. On marche sur la tête. Oui, c'est la pire composante humaine du régime auquel on cherche à mettre un terme. Bon, le faux semblant et l'illusion d'optique institutionnelle algérienne ne sortira certainement pas renforcé de ces élections qui n'ont aucune assise ni aucune crédibilité. Ça ne peut rien changer sinon que de provoquer, à mon avis, et Razi a raison là-dessus, des graves problèmes à l'intérieur des corps de souveraineté. Parce qu'effectivement, quand on se retrouve avec une autorité aussi discréditée, d'une médiocrité aussi ouvertement affichée, on est en droit de se poser des questions sur la pérennité même de ces fausses institutions. On est en droit de se poser des questions sur l'unité de l'armée. On est en droit de se poser des questions sur l'avenir du pays qui va rencontrer des difficultés sérieuses auxquelles il faudrait apporter des réponses sérieuses et que ces gens-là sont totalement incapables de fournir. Donc on est effectivement, le 13 décembre, on va se retrouver dans une sorte de faux-semblant aggravé, d'irréalité politique manifeste qui ne peut avoir que des conséquences extrêmement préjudiciables pour le pays, pour sa défense et pour sa souveraineté. Oui, pour moi, l'armée est dans un piège. Voilà. Mais justement, voilà, politiquement, l'armée est dans un piège. L'armée, depuis le début, refuse d'apparaître comme un acteur, en disant qu'elle n'est qu'arbitre, que... Bon, là, on voit bien que c'est l'état-major, on va dire l'état-major pour être plus précis, que c'est l'état-major qui a voulu absolument cette échéance présidentielle et qui apparemment va arriver à l'imposer. L'armée, toute la situation ingérable, toute l'Algérie ingouvernable qui va sortir de cette élection présidentielle, je pense que vous direz un mot tout à l'heure de la situation économique, mais toute cette Algérie ingouvernable, la responsabilité va en venir va être directement celle de l'armée, enfin de l'état-major. Donc comment l'armée peut se sortir de ce que vous dites, le piège dans lequel elle s'est mise elle-même? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au sommet de cette armée, au sommet de l'état-major? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, en tous les cas, ce qu'on en voit, ce qu'on en entend tous, c'est, sans être dans le secret des dieux, c'est une extraordinaire médiocrité. Moi, je suis vraiment frappé par l'inanité, l'inconsistance du discours politique. Je suis frappé par la faiblesse des analyses et je suis frappé surtout par le sentiment d'irréalité qui ressort des discours du chef d'état-major. Quand le chef d'état-major prétend que la population applaudit à l'élection présidentielle et qu'il y a des milliers de manifestants qui se réjouissent de l'annonce de cette élection, je suis plongé dans un abîme de perplexité. Est-ce que ce monsieur dit ça sérieusement? Est-ce qu'on l'informe qu'il y a des manifestations qui sont organisées par la population pour soutenir les élections? En quel cas on le désinforme? Ou est-ce qu'il sort ça d'une sorte de boule de cristal ou de fantasme qui relève plus du délire que de l'analyse politique? Mais en tous les cas, tout ceci est très inquiétant. Ces gens qui sont incapables de tenir un discours sur la cohérence, sur la réalité de la situation politique, ceux-là sont des gens dangereux, certainement. Les 5%, je ne sais pas quel est le chiffre, de quelques anciens honorables des quartiers qui ressortent pour dire qu'ils sont pour une élection, qu'ils sont pour la stabilité de l'État. D'ailleurs, ça se dit publiquement dans la télé. Nous sommes pour le général. D'ailleurs, ils ne pensent pas au président. Mais oui, mais c'est une situation très grave. Absurde. Demain, il est obligé de faire le bilan en tant que chef d'état-major de ce qu'il a fait pendant 9 mois. C'est clair. Voilà. Et là, ce bilan, pour les militaires, il ne peut pas passer. Il peut passer peut-être pour les civils, le drame que vivront les civils, ça peut toujours arriver, ils ont le dos pour ça, mais il ne passera pas pour les militaires. Les militaires ne peuvent pas accepter d'avoir une direction
c'est pas possible. De cette faiblesse. Je vais dire des choses qui les a amenés dans une impasse absolue. Je vais dire des choses très très dures dont on ne se rend pas compte. Le général Nézard, et Dieu sait ce que c'est, autant que pour nous, savait gérer 5 ou 6 ans autrement que ce qui se passe aujourd'hui. On est à un niveau d'incompétence qu'on a... Oui, inédit. Ce n'est pas possible. Inédit. Ce n'est pas possible. Non, Et là, l'armée, Inédit. qui a déjà exclu Nézard dans sa tête, complètement, qui a dit, c'est vous les 10 années de mort, D'horreur. que va-t-elle dire pour l'actuel état-major? Moi, je crains, je pense qu'elle est dans un piège. oui, ce que vous dites. Alors, je ne sais pas comment elle va réagir, ça, il n'y a pas de prévision, mais voilà, elle est dans un piège, et c'est un piège dur à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que l'armée a des soucis internes et externes. Mais probablement la retenue dont elle a fait preuve jusqu'à maintenant, où certes il y a une répression qui se durcit beaucoup depuis ces dernières semaines, mais ce sont des arrestations, elles sont de plus en plus massives, elles touchent de plus en plus de gens, c'est vrai, mais il y a eu une retenue des forces de sécurité. Et est-ce que cette retenue n'est pas liée au fait que l'armée n'a même pas les moyens de refaire un octobre 88, parce que c'est toute sa cohésion qui volerait en éclats. Historiquement, elle ne veut pas. Hein, c'est ça. Historiquement, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas s'imaginer en train de faire ça. On ne peut pas tirer sur les mêmes officiers. Oui, et puis tirer sur la population après tout ce qui s'est passé, après toute cette prise de conscience, parce que la prise de conscience populaire de la société et de l'opinion des réalités politiques du régime, elle est partagée par la troupe, mais elle est partagée par les officiers de rang, elle est aussi partagée par les officiers intermédiaires qui vivent les conditions économiques et sociales de la société tout entière, de la population tout entière. Donc il y a aujourd'hui, cette prise de conscience n'est pas limitée aux seuls civils. Les militaires qui sont des hommes et des femmes d'obéissance, l'armée n'est pas une structure délibérative, c'est une structure hiérarchique verticale, mais il y a des ordres illégitimes qu'elle ne peut plus exécuter. Et tirer sur la population, ça aujourd'hui, celui qui prendra ce risque, prend le risque de la destruction de l'armée elle-même. Ce n'est même pas possible, imaginable. C'est inimaginable. Politiquement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que l'armée a en face d'elle une population pacifique. Claire, c'est inassumable en plus. Inassumable. C'est inassumable. Elle n'a pas d'ennemi. Et je ne conçois pas d'armée qui bouge s'il n'y a pas un ennemi. Absolument. En 1990, il ne faut pas oublier, les conditions étaient différentes. Ouais. Ils pouvaient imaginer et fabriquer un ennemi. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le fabriquer. Ils peuvent fabriquer aucun ennemi, ni régional. Oui, personne ne croit au complot qui est répété ad vitam. Mais est-ce que, justement, pour continuer sur ça, est-ce que l'état-major, et en tout cas Gaïd Salah, ne mise pas sur le pourrissement qui peut aussi, sur le pourrissement de la situation, pourrissement qui peut amener aussi un espèce de désespoir dans une partie du mouvement populaire et qui peut conduire à une radicalisation de ce mouvement. Jusqu'à maintenant, le mouvement a été exemplaire, vous l'avez parfaitement expliqué tous les deux, mais est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, des appels à la désobéissance civile? On a entendu récemment des appels de ce genre, ou en tout cas la possibilité d'en arriver là. Est-ce que c'est pas ça qu'attend le pouvoir? Est-ce que c'est pas ce qu'il joue? Est-ce que c'est pas un risque pour le mouvement? Le débat pour le Hirak, tel que nous l'entendons, peut-être mal, à partir d'ici, est le suivant. Le premier, une partie des gens disent il faut quand même ne pas être pacifique à 100%. Est-ce qu'on peut ne pas être pacifique à 90%? Enfin, c'est un débat qui est ouvert. Jusqu'à présent, la réponse est non. Et on le voit dans les manifestations, même si on vous frappe, vous ne bougez pas. Bon, et même des civils s'interposent quand il peut y avoir un problème avec les forces de sécurité. Des femmes qui sont touchées dans la rue, on les fait lever et elles ne bougent pas. Oui, c'est la maturité de ce mouvement dont vous parlez. Donc il y a ce débat-là, et dans ce débat, il me semble que la réponse est non. Comme de la même manière, la réponse est-ce que le Hirak se montre en tant qu'organisation pour discuter avec l'armée? La réponse est non.
Nous n'avons rien à discuter, nous avons des exigences, on nous dit oui ou on nous dit non. Le troisième élément qui joue, c'est si l'armée continue à faire des bêtises, le chef d'état-major, quand il continue, nous, on sait qu'on progresse. Et ils le savent parce que hier c'était seulement Alger, aujourd'hui c'est plusieurs villes. Hier c'était certains secteurs, aujourd'hui c'est d'autres secteurs qui se réveillent. Donc eux, ils disent nous on a le temps. Nous on dit voilà, nos revendications sont simples, les prescriptions comme ils disent, pardon, sont simples. On nous dit oui ou on nous dit non. Si on nous dit non, on a le temps. La question qui se pose, c'est la question économique. Je crois que les gens sont patients. Et je crois qu'ils sont déterminés. C'est ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est une très grande détermination. Les gens savent qu'il n'y a pas de demi-mesure s'agissant de leurs exigences et de leurs attentes. Ils savent que l'état de droit, l'état civil, l'état non militaire, c'est-à-dire l'état de droit contre l'état de force, ils savent que cette exigence, elle est fondamentale, essentielle et même existentielle. Et donc, si elle n'est pas satisfaite, ils continueront et ils continueront encore. Donc, tabler sur le pourrissement, c'est une sorte de politique de gribouille qu'on peut expliquer quand on n'a pas d'alternative et quand on n'a pas de capacité d'influencer le réel. On s'accroche à ce qu'on peut. Donc, tabler sur le pourrissement est, à mon avis, une erreur de calcul grossière qui ne pourra qu'aggraver les conditions de sortie de la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une posture où les conditions de sortie de la crise peuvent être encore gérées de manière sage et raisonnable, sans règlement de compte, sans application d'un talion que beaucoup espèrent quand même. Et plus cette situation d'instabilité structurelle perdure et plus les dangers de la sortie de crise seront imminents et dangereux et particulièrement graves. Donc ils ont intérêt à régler le problème et la détermination de la population, elle ne changera pas. Mais Omar Razi, quelles sont pour vous, ce que vient de dire Omar, les conditions de cette sortie, d'une sortie de crise honorable? Quelles seraient? Est-ce que c'est de faire émerger une représentation du Irak, comme on a beaucoup dit? Vous dites pourquoi faire? Parce qu'il n'y a rien à négocier. Tout à fait. Donc, rien à négocier c'est presque et il y a les arrestations. Dire que c'est presque inutile. Donc comment on sort, selon vous, de cette impasse? Est-ce que on peut attendre, par exemple, on peut imaginer que Gaïd Salah, que l'état-major lui fasse au final porter la responsabilité de l'impasse dans laquelle on va être après l'élection présidentielle, et impasse économique, y compris l'impasse économique. Donc comment on fait? L'armée doit faire le ménage dans ses rangs. Voilà. L'armée doit faire. Je pense que le prérequis, la condition préalable qui est absolument inévitable, c'est ce nettoyage auquel doit procéder l'armée elle-même. Et il faut qu'elle se réorganise autour de ses missions et il faut qu'elle retrouve sa vocation première qui est de garantir la sécurité des frontières et la pérennité de l'État face à un danger extérieur. Et il y a des dangers extérieurs. Donc aujourd'hui, l'armée a besoin de se régénérer. Dès lors qu'elle se régénérera, les questions d'application des modalités d'une transition ne se poseront même plus. Il s'agit simplement de se retirer de la vie politique, de la vie, et de laisser la société organiser la justice, organiser les médias, organiser sa sécurité quotidienne et organiser la conduite de la politique économique et l'administration. Mais c'est tout. Ça se fait. Je ne veux pas jouer l'avocat du diable, mais parfois c'est très agréable d'être l'avocat du diable. Tout ce qu'on voit depuis 9 mois que l'Irak a commencé, et en tout cas depuis que l'état-major a appuyé Gaïd Salah dans son exigence de faire une présidentielle,
ne semble pas indiquer qu'on va vers ce que vous dites, Omar. Non. Donc, est-ce qu'il faut espérer que d'un seul coup, il va y avoir une illumination qui va... Est-ce que c'est la situation... Parce que c'est presque un vœu pieux. Je rappelle que je suis l'avocat du diable. Oui, oui. Non, c'est des choses simples. Il y aura un gouvernement le 13. Un président. Un président. Le 20 ou le 30, il devra régler le problème des subventions dans le budget. Ben oui, parce que le FMI est là. On et en la vient fonction. au cœur. Il ne le fera pas. Il ne sait pas le faire. Il n'a même plus d'administration pour le faire. La question se pose pour Gaïd Salah. Et elle se pose pour l'armée. Comment l'armée peut accepter demain une division par deux des salaires ou des retraites? Ce qu'il y a, c'est que les problèmes sont concrets. Concrètement, ils sont dans l'impasse. Alors, il n'y a plus qu'une seule solution. C'est que, comme disait Ahmad, que l'armée dise « je me suis trompé », c'est-à-dire que l'alliance avec les citoyens, qui est demandée depuis 9 mois, se fasse. Que l'armée dise donc d'accord, je suis d'accord avec les citoyens. Et là, comme dit Ahmad, on sait régler, on sait négocier. On a appris il y a beaucoup. De toute façon, toutes les transitions dans tous les pays du monde. Les gens le sont savent. Et je crois, non, mais ce qu'il y a, c'est que que souvent on les menace en leur disant ça va être le chaos. Ça ne va pas être du tout le chaos. Pas du tout. En 15 jours, on remplira l'administration comme elle était avant. Les hôpitaux seront remplis, les médecins viendront. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste pour faire peur aux gens qu'on pose ces questions. Et les gens demandent des choses simples. Il y a 3 lois. Une loi sur l'état d'urgence. En disant depuis 1962, nous sommes sous état d'urgence, on ne veut plus. C'est une loi qui demande 5 minutes. Ce n'est pas des problèmes énormes qui sont demandés. C'est extrêmement simple. Bon, voilà. Je pense que c'est difficile parce que c'est un pouvoir qui s'en va. Et historiquement, ça existe. Hein, ça existe. Les Baoudai en Indochine, ça a existé. Toutes les transitions en Amérique latine. On n'oublie pas la Tunisie à côté. Les Algériens, il y en a 3 millions qui vont à Tunis et qui voient un président qui a trouvé une solution. Donc, il a trouvé une solution en parlant d'état de droit, tout simplement. Tout simplement. Les gens le vivent. Donc, il y a 2 choses importantes à mon avis là-dessus. Un, c'est que je ne vois pas le pouvoir en train de faire un pas en arrière. Il ne peut faire que des pas d'une plus grande catastrophe sur le plan économique. Sur le plan politique aussi. On ne peut plus acheter la paix sociale. S'il arrête les gens, c'est la même chose. Alors, il reste à ce qu'il y ait, comme dit Ammar, une réorganisation à l'intérieur de l'armée. Ce n'est pas possible, à mon avis. Et à ce moment-là, les chefs de l'armée peuvent dire, bon, on discute avec vous. Vous voulez 3 textes, voilà 3 textes, et foutez-nous la paix. En fait, je schématise. Et voilà. C'est vraiment ça, c'est le retour à un fonctionnement institutionnel normal, régulé par la société, régulé par le droit, régulé par la loi. C'est tout ce que les gens attendent, ils n'espèrent pas. Alors là, ils trouveront des candidats. Voilà, et de qualité. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des échéances concrètes. Et que ce navire se dirige irrésistiblement vers des récifs. Et ceux qui ne voient pas ça, il y a peut-être des gens qui estiment qu'une politique du pire pourrait quelque part leur permettre de reprendre la main de manière décisive sur la société. Mais c'est un calcul absolument fou, et d'une inconsistance grave. Il est bien vrai qu'on a pu privatiser l'économie algérienne, qu'on a pu libéraliser, entre 8 guillemets. Une autre économie. Oui, mais c'est une autre économie, une autre période et un autre moment de l'histoire. Aujourd'hui, penser que l'on va s'insérer dans la division mondiale du travail de la manière dont on le fait aujourd'hui, c'est une dangereuse et complètement approche. Ou trouver, parce qu'on va au pire, ou trouver de l'argent dans le Golfe pour pouvoir tenir, c'est-à-dire pour ne pas faire les... En réalité, si j'ose conclure, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la seule manière de sortir du pourrissement actuel, ce serait qu'il y ait
une prise de conscience face à l'échec, face à l'impasse de toutes ces solutions qui n'en sont pas, que l'armée y ait une maturité, une prise de conscience, une maturité, une prise en compte de l'armée comme il y a eu dans la société. C'est le même mouvement. Tout à fait. Moi, je ne peux pas frapper les gens. Tout à fait. Il faut que je trouve une solution. Voilà. Voilà. Tout à fait. Et je suis un militaire et je tiens à garder ma souveraineté. Et je pense que ce type de pensée, je le dis, je ne les rencontre pas, bien sûr, mais c'est fatal. C'est le Et principe de plus réalité. il y aura de problèmes, plus ça sera... Je crois qu'on peut finir sur ça. C'est vraiment le principe de réalité. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.